mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous et surtout à vous toutes pour ce nouvel épisode du Vendredi Salon. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons étudier la pensée précise de ce grand érudit, cet architecte de notre système monétaire mondial, et donc de par cela géopolitique et géostratégique, John Maynard Keynes. Oui, bien sûr, car c'est le fait qu'il est l'architecte du monde moderne, du système monétaire moderne. Ça veut dire aussi qu'il est l'architecte de la paix moderne aussi. Tout à fait. Surtout quand on considère ses implications avec l'accord de Bretton Woods, ses implications avec la philosophie moderne, la philosophie progressive, et alors l'institutionnalisation du système monétaire de nos jours. Tout à fait, complètement. John Maynard Keynes a joué un rôle primordial, essentiel, et même fondateur dans l'établissement du système financier dans lequel nous vivons aujourd'hui. Oui. Eh bien, Aujourd'hui, nous allons parler de son œuvre, ou plutôt son étude, son pamphlet, nous pourrions dire, exactement. ou plutôt sa façon de protester contre les accords de Versailles. Ouais. C'est un de ses œuvres les moins connues, je dirais, car il est très bien connu pour ses études et pour ses pensées sur les questions de l'ouvrier dans l'économie moderne. Mais c'est pour son critique de la traité de Versailles qu'il a vraiment manifesté sa présence sur le scène mondial, sur le sein intellectuel de ses jours. Tout à fait, complètement. Donc nous allons parler de son pamphlet, de Economic Consequences of Peace, les conséquences économiques de la paix. Donc nous allons diviser cette étude en 4 parties. 4 parties. Tout d'abord, nous allons parler des causes de la Première Guerre mondiale, qui sont vraiment très méconnues, très méconnues. Nous allons parler des accords et du traité de Versailles. Ensuite, les critiques sa de critique, Keynes, les causes pour lesquelles il avait protesté contre le traité de Versailles. Et ensuite, nous allons discuter, bien sûr, des accords de Bretton Woods, accords fondateurs de l'économie mondiale. Et bien sûr, ensuite, nous allons déchiffrer, essayer de comprendre l'évolution de l'économie mondiale de nos jours. Donc, tout d'abord, pour vous donner un peu de contexte. On commence avec une biographie sur Keynes. Tout d'abord, très bien. Mais une biographie très brève. Et alors, c'était quelqu'un qui a été bien élevé, un peu affluent, je dirais, qui venait de familles très éduquées. Et c'est pour cette raison dont il a eu une éducation vraiment substantielle. Alors, il était très bien connu depuis sa jeunesse pour ses grandes connaissances sur plusieurs sujets, que ce soit les maths, les esthétiques, les peintures. Il était très proche avec les grands artistes de son jour aussi. Le Bloomsbury Group, je crois que c'était. Et alors, cette grande base de connaissances, c'est, je dirais, la fondation de son imagination quand il s'agit aux questions économiques. Il l'applique aux questions économiques. Complètement. Complètement. Donc, John Maynard Keynes était le secrétaire, si vous voulez, le bras droit du ministre de la Trésor. De l'économie britannique, ce qui pourrait être l'équivalent, ou bien plutôt de Chancellor of the Treasury. Bon, donc le ministre de l'économie britannique. C'était son deputy, son bras droit, son second. Donc, John Maynard Keynes avait bien sûr demandé sa résignation suite au traité de Versailles, car il n'était pas d'accord avec cela, car il pensait que cela allait engendrer une nouvelle guerre, et il avait complètement raison, nous le savons aujourd'hui. Et donc, pour vous donner un peu de contexte, tout d'abord, pourquoi est-ce que la Première Guerre mondiale a eu lieu? Oui, c'est trop simplifié. C'est honteux que c'est trop simplifié de nos jours. Car ce n'est pas tout simplement le cas qu'un archiduc austro-hongrois a été assassiné, que tout le monde se sont lancés en guerre l'un contre l'autre. Je dirais par contre que les causes de la Première Guerre mondiale a ses origines avec des questions et des résolutions de l'époque napoléonienne. Complètement. Donc pour vous donner un peu de contexte, c'est tout à fait. Napoléon, n'est-ce pas, quand il avait conquis l'Europe, voilà, avait institutionnalisé les États allemands décrépites, n'est-ce pas? Nous savons que les États allemands, il y avait des palatinats, des principautés. Ils étaient très divisés, c'était pas l'Allemagne d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc Napoléon avait un peu institutionnalisé et de par cela unifié les États allemands avec la Confédération du Rhin, n'est-ce pas? Et ensuite le militarisme prussien, exactement, n'est-ce pas? Les Prussiens, eh bien, avaient conquis le reste de l'Allemagne, ok?
Mais Napoléon avait fait la plus grande partie du travail. Et ensuite, avec Bismarck, qui avait bien sûr unifié tout cela sous les Hohenzollern, avec Wilhelm II, William, n'est-ce pas? Le Kaiser. Avec le Kaiser William, Kaiser, César, n'est-ce pas? Donc, ils avaient unifié l'Allemagne et cela avait créé une puissance, n'est-ce pas, avec les Prussiens, qui était en train de concurrencer celle des Français. La France était la puissance continentale majeure à l'époque. Exactement. Depuis la chute de Charles Quint, n'est-ce pas? La France était la puissance majeure du continent. Donc nous avons eu une puissance qui était concurrentielle avec la France sur le continent, Exactement. ce qui a créé ce qu'on appelle, Un trappe de Thucydide. tout à fait, un piège de Thucydide, n'est-ce pas? Alors, Thucydides trap. oui, exactement. Sur cette chaîne, on a déjà discuté beaucoup à propos de Thucydide. Il est mentionné dans plusieurs de nos épisodes, mais cet concept en spécifique, c'est un de ces concepts les plus célèbres, les plus bien connus, cette piège de Thucydide. Alors, ça fonctionne comme ça. Il y aurait toujours une puissance qui est en chute, en déclin, et puis un autre qui est en train d'augmenter sa puissance. Et puis, ils vont se rencontrer, l'un qui est en train d'augmenter sa puissance, l'autre qui est en train de faire le déclin. Ils vont faire la guerre l'un contre l'autre. Tout à fait. C'était le cas surtout avec la guerre de la Péloponnèse, dans lequel Thucydide était l'historien de la jour. Et c'est basé sur ce conflit de Athènes contre Sparte. C'est, je dirais, une loi des politiques. Et quand je dis loi, ça veut dire dans la géopolitique, ça veut dire loi naturelle, loi universelle. C'est pas comme une loi arbitraire ou abstraite, c'est quelque chose qui est comme le fait. Ça fonctionne si vous le croyez ou pas. C'est une loi universelle. Ça s'applique en tout temps et en tout lieu, n'est-ce pas? Omnipotente, omniprésente. Et donc, de par là, ce piège de Thucydide entre la France et la Prusse, à l'époque, avait créé la guerre franco-prussienne En 1870. Donc, en 1870, les Français sont allés et ont mené une guerre contre les Allemands avec Napoléon III, le neveu de Napoléon. Et cela a engendré une perte, une défaite de la France et la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Ouais. Donc, l'armée française, de par là, était l'armée de la revanche, n'est-ce pas? On ouvre la parenthèse. C'était tellement l'armée de la revanche que, bien sûr, il y a eu l'affaire Dreyfus, et on a vu combien l'armée était quand même sollicitée et même pouvait tout se permettre, si on peut le dire. C'est-à-dire, d'une certaine façon, l'armée avait tellement cet espoir, la population avait tellement un espoir envers l'armée qu'on a eu des bavures, si on peut le dire, avec l'affaire Dreyfus, etc. Donc l'armée pouvait se permettre, ou bien il y avait un peu de la corruption rampante, mais grosso modo, c'est pour vous dire que l'armée était l'armée de la revanche. C'est comme ça qu'on l'appelait depuis 1870. C'était l'armée qui allait prendre notre revanche contre les Boches, comme ils les appelaient à l'époque. Donc, en tout cas, suite à 1870, il n'y avait qu'une seule chose à l'esprit des Français, c'est reprendre l'Alsace et la Lorraine. Exact. Ça a pris une génération, on peut le dire, ou 2 générations même. Et donc, en 1914, il y a eu aussi une autre évolution. Donc, il y a eu cette unification de l'Allemagne, et il y a eu aussi des avancées économiques. L'industrialisation. L'industrialisation a créé un clivage en ce qui a rapport avec le commerce mondial. Pourquoi? Parce que les Allemands avaient l'accès au charbon. En grosse quantité. Toutes les mines du charbon étaient en Allemagne. Ok. Et le charbon, bien sûr, c'est la commodité essentielle pour l'industrialisation. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ont fait les Allemands avec le charbon? Ils ont construit les chemins de fer. Exactement. Les chemins de fer avec leur alliance avec les Ottomans. Dans le récit Seven Pillars of Wisdom de Laurence d'Arabie, il nous explique ça très bien. Eh bien, ce sera le sujet d'une autre vidéo, bien sûr. Et donc, les chemins de fer ont permis, avec l'alliance avec les Ottomans, d'ouvrir aux Allemands
Accès à la marché orientale. l'accès à la route de la soie, Exactement. n'est-ce pas? Ils ont pu, avec cette révolution industrielle, ils ont pu industrialiser cette ancienne route de commerce, ce qui est vraiment intéressant car cela leur a permis de concurrencer les Britanniques en troc avec l'Extrême-Orient. Tout à fait. Donc les Britanniques avaient accès au marché mondial depuis la Pax Britannica, depuis la défaite de Napoléon, la paix britannique, n'est-ce pas? Les Britanniques, eh bien, étaient, si nous voulons, prépondérants par rapport au marché mondial. Donc de par là, ils contrôlaient tout le marché mondial, toutes les routes vers l'Extrême-Orient. Ils avaient l'Inde, qui était le joyau de l'Empire britannique. Mais avec le développement des chemins de fer, comme tu viens de le dire, les Allemands étaient plus rapides Exactement. dans le commerce. Souvenons-nous que nous sommes dans une époque où le canal Suez n'existait pas encore. Tout à fait. C'était à cette époque. Alors, pour traverser votre flotte vers l'Extrême-Orient, Il fallait contourner l'Afrique. exactement. Donc de par là, il y avait... Sorry. No worries. De par là, il y a eu une concurrence mondiale par rapport au marché. Entre l'Allemagne, nouvellement unifiée, et la Grande-Bretagne. Parce que, comme on l'a dit, les Allemands étaient plus rapides par rapport aux échanges commerciaux mondiaux. Donc, on voit bien pourquoi la Grande-Bretagne avait intérêt à mener la guerre avec l'Allemagne. Encore une fois, on ne vous dit pas que c'est bien ou que c'est mal. On vous explique les faits comme ils sont bien sûr. Et on sait très bien que le commerce est une raison pour la guerre. Et la prépondérance et les rivalités commerciales mondiales sont une cause et une raison pour des guerres, pour plusieurs guerres. Malheureusement, heureusement, vous nous direz en commentaire si vous voulez. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que de par là, il y a eu une guerre entre les Français et les Britanniques contre les Allemands. Et les Français, car ils voulaient reprendre l'Alsace-Lorraine, et les Anglais avaient tout intérêt à diminuer la puissance des Allemands. Exactement. Donc les Allemands ont perdu. N'est-ce pas? On arrive à la conférence de Versailles. C'est ce qui nous importe. Donc, il y a eu une conférence au château de Versailles, Exact. très jolie, dans les galeries des glaces. Très jolie, mais pas vraiment très jolie. Car selon Keynes, c'était cette conférence qui a établi les causes pour la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Malheureusement. pas vraiment très jolie, je dirais. Mais la motivation pour avoir écrit cette œuvre, c'était sa désatisfaction avec les termes de la paix. Le terme clé, je dirais, c'est paix carthaginoise. Tout à Ce fait. qui est une référence à la guerre punique entre Rome et Carthage. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'une paix carthaginoise? C'est un type de paix où les conséquences et les obligations sont si dures et si sévères pour le perdant. C'est un pur asservissement. Exact. Donc, à cette conférence, on avait plusieurs individus très intéressants, n'est-ce pas? Nous avions tout d'abord... Keynes concentre son étude sur 4 d'entre eux. Premièrement, je dirais Georges Clemenceau, qui pour Keynes était le chef, le leader de cette conférence. Woodrow Wilson des États-Unis, qui a été l'esprit de cette conférence. Puis David Lloyd George de Grande-Bretagne. Et finalement Vittorio Emanuele, prince de Savoie et premier ministre de l'Italie. Exactement. Exactement, qui sera plus tard le roi d'Italie. Et de par là, nous avons ces personnalités hautes en couleur. Et Keynes nous explique tout d'abord que Woodrow Wilson a été acclamé en Europe. Un célèbre, ouais. Acclamé parce que les gens pensaient que c'était le prophète du Nouveau Monde. Exactement. C'était le futur empereur. Exactement. Pour les Européens, c'était quelqu'un qui n'était pas tout simplement un politicien, mais un philosophe. Comme tu as déjà dit, un prophète, quelqu'un qui va signaler l'arrivée de ce nouveau ordre mondial. Woodrow Wilson était un académique, c'était quelqu'un qui était un philosophe, c'était quelqu'un, même, je dirais presque un Quaker. Vous voyez, c'était quelqu'un qui était vraiment un grand érudit dans des textes théologiques et religieux. Donc, il est venu avec son bagage de moralité. Il est venu faire véritable moralité, ouais. de la pure moralité à la conférence, ce qui a vraiment étonné les Européens. ses contemporains.
Donc, il est venu à la table avec ses grands principes, ses 14 points. Oui, on va refaire le monde, nouvel ordre mondial, ça va être magnifique. Quand on vous dit nouvel ordre mondial, ça n'est pas... Ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas... C'est juste une façon d'ordonner le monde. On a vu Exactement. C'est le système mondial. On a vu le traité de Vienne après les guerres napoléoniennes. Ouais, c'est toujours le fait. On fait que chaque fois qu'il y a une grande guerre contre des superpuissances, il y a toujours, après un attempt, un essai à faire un système universel. Par exemple, après la guerre de 30 années, il y avait le paix de Westphalie. Puis, il y avait, après les guerres napoléoniennes, le concert de Vienne, le Council of Europe. Et finalement, à cette époque-ci, après la Première Guerre mondiale, il y avait cette conférence de Paris. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ce que nous voulons dire par nouvel ordre mondial, n'est-ce pas? Donc, vous devez savoir que quand Wilson est arrivé, comme on l'a déjà dit, il est venu avec son grand bagage intellectuel théologique, avec sa paix, oui, on va refaire le monde, ça sera magnifique. Mais Clémenceau et Lloyd George qui essaie un peu de lui expliquer, écoute, Wilson, c'est bien tout ça, mais c'est pas comme ça ici. En fait, je t'explique. Ici, en fait, le français, ici, ce qu'il veut faire, c'est se venger de l'allemand, qui lui-même l'a ridiculisé il y a quelques années, en 1970. Donc, en fait, là, donc, avec Bismarck qui voulait régler les grandes questions de son époque. Pas avec la diplomatie. Je cite, avec le fer et le sang, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas trop dans l'universalisme et la paix, et l'amour et tout ça. On est plus avec le diktat, c'est le mot. Il voulait dicter. Clémenceau voulait dicter sa volonté aux Allemands parce que Keynes nous explique que Clémenceau pensait qu'il fallait commander, je cite Keynes, il fallait commander aux Allemands, il ne fallait pas négocier. Exactement, ce n'est pas un peuple avec lequel on peut discuter ou diplomatiser. D'après Keynes à cette époque, bien sûr, bien sûr. Donc de par là, les Américains, le problème, Keynes nous l'explique aussi, c'était mal entouré. Il y avait Colonel House, le colonel House. C'était pas un colonel, mais les gens l'appelaient colonel. Allez savoir pourquoi. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Donc, Colonel House était un expert un peu en géopolitique. C'était un peu le Henry Kissinger de son époque. Jour, ouais. Mais le souci, c'est que, à part cela, il avait des hommes d'affaires. Donc, les Américains sont là to do business. Les businessmen. Voilà, ils veulent faire du business, les Américains. Ils veulent un peu, voilà, voir comment on va faire du commerce, etc. Mais ils n'étaient pas vraiment très, comment vous dire, au courant des affaires européennes. Et ça, Lloyd George, qui essaie un peu d'être la virgule, un peu le connecteur entre les Européens continentaux et les Américains, avait un peu du mal à expliquer, vous voyez, au président américain. Mais en tout cas, donc, Clémenceau voulait reprendre l'Alsace-Lorraine et punir, c'est le mot, excusez-moi, mais c'est le mot, punir les Allemands. Lloyd George voulait juste avoir un équilibre des puissances sur le continent pour ne pas que le continent s'unisse contre lui. Exactement. On sait très bien que depuis que les invasions de William the Conqueror, Guillaume le Conquérant, la Grande-Bretagne a pour intérêt de garder une Europe continentale divisée, n'est-ce pas? Alors parlons un peu maintenant de le traité de Versailles, qui a été toujours critiqué comme étant trop sévère et trop dur. Si on le compare aux autres traités de son jour, sur papier, c'est pas si dur. Par exemple, le traité de Trianon, qui a divisé, qui a véritablement détruit l'empire austro-hongrois. Par exemple, ils ont perdu comme 70% de leur territoire et quelques millions de leur population. Puis le traité de Brest-Litovsk, par exemple, ce traité qui a expulsé la Russie de la guerre mondiale, qui a pris ces terres industrielles les plus cruciales, les plus productives. Par comparaison, le traité de Versailles sur papier n'était pas si dur et si sévère. Mais qu'est-ce qui a vraiment ennuyé les Allemands? C'était le symbolisme de ce traité. C'était le symbolisme de ce traité. Par exemple, il y avait ce moment vraiment célèbre avec le général Ferdinand Foch, cet héros de la Première Guerre mondiale, selon les Français. Il y avait beaucoup de comparaisons entre lui et Napoléon, par exemple. Mais il y a un peu de controverse car ses méthodes étaient un peu trop destructives pour ses forces. Il a eu des victoires en infligeant des pertes. Nous pourrons appeler cela des victoires à la Pyrrhus.
Ah, Pyrrhic Victory. Yes. Mhm. Donc, de par là, bien sûr, il y avait deux grands généraux Mhm. très connus, certains tristement connus. Donc, nous avions le général Foch, nous avions à l'époque le très controversé général Pétain. Donc, bien sûr, Foch s'était levé de la table des négociations avec les Allemands, n'est-ce pas, pour cesser les hostilités. Il avait quitté le wagon et il avait imposé une paix aux Allemands Exactement. à l'époque. Le diktat. Et plus tard, un certain chef d'État très controversé et tristement connu va faire exploser ce wagon Mhm. euh, dans une sorte de revanche. Et donc, ce que nous pouvons savoir, c'est que Keynes avait compris ça. Il avait compris que les conditions imposées par le traité de Versailles allaient créer une autre guerre, car c'était d'après lui, c'était un asservissement pour des générations. C'était une humiliation. C'était un asservissement pour des générations, et en fait, c'était un fait que les Allemands devaient payer les réparations Mhm. pour les Européens, ce qui était complètement justifié, n'est-ce pas? Donc, le perdant va perdre. Mais, encore une fois, c'était considéré comme étant une guerre civile européenne. C'était pas censé, Selon Clémenceau, c'est par pas exemple. censé être l'Empire romain contre les Germains, vae victis. Mhm. Vae victis, malheur aux vaincus. Non! C'était censé être une guerre civile européenne. Voilà, vous avez perdu, on a gagné. Et même, qu'est-ce qu'il dit dans son livre? Il dit, Ouais. il n'y avait plus Vertu antique. cette vertu antique du salut, du pardon que le vainqueur accordait au perdant. Il n'y avait plus cette vertu antique, n'est-ce pas? Magnanimité. Quand le vainqueur gagne face au perdant, il est toujours nécessaire et c'est toujours encouragé, c'est une vertu pour le vainqueur de venir tendre la main au perdant et de lui dire « Bien joué, tu as perdu, j'ai gagné et aujourd'hui, levons-nous, reconstruisons le monde pour un avenir de paix pour les générations futures. » Mais c'est ce que Keynes voulait faire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Eh bien, malheureusement, il voulait asservir pour des générations les Allemands. Ok? Et on vous dit cela sans aucune idéologie, sans aucune justification de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez le lire dans les conséquences de la paix, les conséquences économiques de la paix. Donc, c'était inconcevable. Et ce qui s'est passé, c'est que les Français avaient pris la Rhénanie, cette partie qui produisait beaucoup de charbon, et il y avait même une idée de la faire. Exactement. Il y avait même une idée de l'européaniser, de faire en sorte que la Rhénanie soit si vous voulez, une certaine, une zone internationale un peu, n'est-ce Comme un pas? centre industriel pour l'Europe. Exactement. Alors, oui, une des conditions était cette occupation de ce centre industriel pour 15 ans après le paix de Versailles. Euh, alors, pour les Allemands, c'était plutôt une humiliation, car c'est un peuple avec beaucoup de fierté. Il y a cette vraiment bien connue anecdote que une des conditions de la paix était la concession de la flotte allemande. Mais Alfred von Reuter, l'admiral de la flotte, a décidé en outre de submerger sa propre flotte. À la place de concéder sa flotte, il a décidé de le faire couler en nom de fierté nationale. Regarde cette fierté. Et en outre, finalement, pour les Allemands, c'était aussi, et pour Keynes aussi, c'était une violation des 14 principes de Woodrow Wilson. Premièrement, chef entre eux était l'intégration économique et la destruction des barrières à l'échoc, le troc libre, le libre-échange, excuse-moi. On oublie cela, n'est-ce pas? Mais Woodrow Wilson, le but de Woodrow Wilson était d'établir un ordre mondial. Il voulait League of Nations. tout à fait la Ligue des Nations, n'est-ce pas? Il voulait juste détruire tous ces empires qu'il trouvait démodés. C'est pour cela qu'il n'y avait plus d'empire austro-hongrois, il n'y avait plus d'empire ottoman, il n'y avait plus de Russie impériale. Et l'Europe a été faite de systèmes néolibéraux, n'est-ce pas? Des systèmes néolibéraux, n'est-ce pas? Donc, de par là, cela facilitait le commerce. Donc, les États-Unis voulaient rétablir un ordre mondial qui faciliterait le commerce et de par cela qui préserverait la paix. Exactement. Donc, peut-être que la naïveté de Woodrow Wilson a adouci
les relations européennes entre elles. Bien Peut-être, n'est-ce pas? N'est-ce Et, pas? et de nos jours, c'est ça l'objectif de l'Union européenne. Jean Monnet, sa philosophie était le fait que si on rend les économies de l'Europe interdépendantes, ça va éliminer la future de guerre. Malheureusement, on voit dans les années récentes que ce n'est pas le cas. Mais c'était un bon essai, je dirais. Car pour comme 60 ans, quelque chose comme ça, il n'y avait pas de guerre. Pas de guerre sur grande échelle entre des puissances continentales, par exemple. Mais pour Keynes, l'objectif de cette conférence aurait dû établir les conditions pour le paix, pour le libre-échange. Car pour lui, la seule manière dont l'Europe pourrait se reconstruire, c'était avec l'intégration économique, mais pas avec les réparations, par exemple. C'était honteux pour lui. Le fait que cette conférence a été définie et caractérisée par cette question, ces vendettas internationales. Tout à fait, complètement. Donc, de par là, il fallait créer une interdépendance, il fallait créer un système néolibéral basé sur le commerce pour qu'il n'y ait pas de guerre chaque 10 ans, n'est-ce pas? C'est mieux comme ça. Donc, c'est mieux comme ça, à vous de juger. Donc, en tout cas, donc, les Américains avaient établi de par là, voulaient établir un ordre mondial simplifié, ratifié, et je dirais même qui aurait préservé une certaine paix. Ok? Donc, Clemenceau voulait prendre sa revanche. Lloyd George voulait juste affaiblir l'Allemagne et quand même faire un peu d'argent, pourquoi pas. Et voilà, chacun avait ses intérêts. Et par cela, Keynes s'était opposé à cela, n'est-ce pas? Et il avait expliqué que c'était injuste, mais pas juste pour la justice et la moralité. Il avait dit cela car ça allait nous conduire vers une autre guerre. Et il avait complètement raison, tout à fait. Donc, de par là, mesdames et messieurs, Keynes s'est retiré de la conférence. Il s'est résigné. Il s'est retiré de la conférence et il sera rappelé plus tard aux accords de Bretton Woods. Exactement. Alors, expliquons un peu qu'est-ce que ces accords qui se sont déroulés dans une ville du New Hampshire qui s'appelle Bretton Woods? C'est vraiment comique car toutes les choses que Keynes a prévues, tous les avertissements qu'il a annoncés sont devenus réalité. Et puis, quand la Deuxième Guerre mondiale a terminé, ils ont appelé Keynes, ils ont dit, Monsieur John Maynard, vous avez raison, venez nous assister avec un autre accord mondial. Et il a dit, OK. Mais cette fois, on va le faire de ma manière, my way or the highway. Et c'est cela qui a passé dans cette petite ville, Bretton Woods, dans New Hampshire des États-Unis. C'était l'établissement d'un nouveau ordre mondial basé sur le libre-échange, basé sur une monnaie mondiale, afin qu'on puisse faire le libre-échange entre les puissances internationales. Et pour lui, il appellerait cette nouvelle monnaie le Bancor. Mais cela n'a pas eu lieu. Mais ce qui a passé, c'était la prévalence de le dollar américain comme étant la monnaie de la libre-échange mondial. Tout à fait. Donc, John Maynard Keynes voulait établir une monnaie mondiale qui s'appelle... Le Bancor. OK. Ça n'a pas marché. OK. Ça n'a pas marché et ce qui s'est passé à la place, c'est que toutes les monnaies du monde s'étaient donc rattachées au dollar américain qui lui-même était standardisé par rapport au dollar, à l'or. N'est-ce pas? Quel est le problème? Eh bien, avec l'évolution du monde, avec l'expansion de l'influence américaine, avec l'expansion du commerce mondial, eh bien, il y avait beaucoup trop de monnaie, mais pas assez d'or. Exactement. Malgré le fait que les Américains avaient la plus grosse réserve d'or mondiale, plus de 70% de l'or mondial est aux États-Unis, n'est-ce pas? Dans les réserves de la réserve fédérale américaine. Mais de par là, la plupart des personnes clairvoyantes avaient compris cela. De par là, le général de Gaulle, qui lui-même s'était retiré de l'OTAN à un certain moment, s'était aussi retiré de ces accords-là, en tout simplement échangeant ses francs contre de l'or. N'est-ce pas? Donc, de par là, avait repris la souveraineté de sa monnaie, car après cela, nous savons tous que Nixon, en 1971, le président Nixon avait tout simplement déstandardisé le dollar de l'or. Car il y avait cette guerre au Vietnam qui est devenue beaucoup trop chère. Complètement. Alors, c'est ce que les économistes appellent le Triffin Dilemma.
c'est le fait que les aspirations d'avoir un monnaie fort contre les aspirations d'avoir un global currency, une monnaie globale, sont opposées l'un à l'autre. Ce sont des aspirations qui ne sont pas en accord. Car pour avoir une monnaie forte, il faudrait que le montant de monnaie ne surpasse pas le montant de l'or. Donc oui, tout à fait. Donc on ne peut pas avoir autant d'or que les échanges mondiaux, n'est-ce pas? Même si on rassemble tout l'or du monde, cela ne suffirait pas pour tous les échanges mondiaux, n'est-ce pas? Donc de par là, c'était impossible. Tout simplement impossible. Donc une monnaie mondiale devait, elle, être complètement séparée des États. Et c'est ce que les conférenciers de Bretton Woods n'avaient encore une fois pas écouté. Ils n'avaient pas accepté ce que Keynes avait dit. Et ce qui s'est passé dès lors, c'est un accord de par standardiser les monnaies européennes. Rappelons-le encore une fois, la Grande-Bretagne, après la Seconde Guerre mondiale, avec le plan Marshall, bon, après la Première Guerre mondiale aussi, la Grande-Bretagne agissait comme étant l'agent des États-Unis en Europe. Les États-Unis prêtaient de l'argent aux Britanniques, les Britanniques prêtaient de l'argent aux Européens continentaux. Et rappelons-nous de ces mots de Winston Churchill. Si nous devions choisir entre le continent et l'océan, nous choisirons l'océan. C'est par cela qu'il y a eu le Brexit, et c'est par cela que les Britanniques étaient des agents des Américains pour les Européens continentaux. Donc de par là, ça c'est pendant la Première Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall. Plan Marshall où les Américains prêtaient de l'argent directement aux Européens. Cela avait ouvert un gros marché de consommateurs, pas mal. Et de par là, le général de Gaulle, qui était vraiment jalousement attaché à son indépendance, était sorti du commandement intégré de l'OTAN et de par là avait échangé ses francs contre de l'or. Donc on a vu bien sûr, comme tu l'as très bien expliqué, qu'avec la guerre du Vietnam, eh bien, il y a eu une déstandardisation de la monnaie par rapport à l'or. L'étalon or n'était plus crédible. Okay? Donc aujourd'hui, on imprime des dollars américains et on préserve la valeur des dollars américains par la confiance. Et la confiance n'est préservée que par la force. Que disait Napoléon? Il n'y a qu'une seule chose de vrai dans ce monde, c'est d'être fort, car la force et la vérité, elle est nue. Yes. Il a dit ça. Strength is truth. Oui. Intéressant, ce Napoléon. En tout cas. Et aussi, Napoléon avait dit que le jour où la Chine se réveillera, le monde tremblera. Donc, on a pu voir que toute cette histoire d'industrialisation de l'Europe, c'était en tout cas une façon pour les Européens continentaux de rivaliser contre la Chine. La Chine et les États-Unis. Ils voulaient rivaliser avec la Chine et les États-Unis. N'est-ce pas? Donc, que cela soit Napoléon, que cela soit d'autres pays, eh bien, le but, c'était d'unifier le continent pour rivaliser. Aujourd'hui, là est tout le but de l'Union européenne, c'est de créer une interdépendance, une unité économique, de par cela militaire peut-être, des Européens continentaux face à la montée de la Chine, des États-Unis même. Ah, attention. Et donc, c'est ça, tout simplement. Tout simplement. Donc, de par là, mesdames et messieurs, on voit aujourd'hui que les accords de Bretton Woods sont complètement insalubres, car il y a eu une déstandardisation, l'étalon or n'est plus pris en compte. Et plus que ça, on a vu aujourd'hui que John avait raison avec sa monnaie mondiale. Pourquoi? Avec le développement de la Bitcoin, ou du Bitcoin. De la crypto-monnaie. De la crypto. Donc, il n'a pas pu réaliser cette aspiration pour le Bancor, mais de toute façon, de nos jours, avec la technologie moderne, le blockchain par exemple, on a pu créer cette monnaie décentralisée universelle. Tout à fait, tout à fait. Mais bien sûr, mon ami. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est de par là que va l'évolution du système international et c'est très important de comprendre. Vous devez comprendre, si vous voulez comprendre la littérature, la politique, la philosophie, cela est toujours lié avec la finance et vice-versa. Vous ne pouvez pas séparer finance, littérature, philosophie, géopolitique, géostratégique l'un de l'autre, car dans le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, il y a cette belle phrase qui dit « La philosophie est le nuage sur lequel le Christ est monté jusqu'aux cieux ». Bien, la philosophie, c'est l'expérience. La finance, si vous voulez, c'est
c'est la munition. Mm. Et la politique, c'est l'arme. Voilà, c'est un tout, mesdames et messieurs. Mm. Il faut toujours relier les aspects des choses. Il faut toujours aller vers l'unité et non la division. Car la divinité se trouve dans l'unité. Quelle est l'étymologie du mot diable, Nikita? Division. Division, que veut dire division? Division, ça veut dire séparer. Séparer les choses. Merci beaucoup. Donc, de par là, mesdames et messieurs, c'était le Vendredi Salon. Mm. Ça nous avait plaisir de vous faire plaisir. Et de par là, moi, je vous dis, Voix, non, vos espoirs, sans nos devoirs, vos plaisirs, sans nos désirs. et voilà! Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà qui je suis. Mais voilà, même ici, mes années c'est fini. C'est mes voix, c'est mon cri. Mais voilà.